La neuroatypie, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc ça veut dire que c'est un fonctionnement différent de notre cerveau. Quand on parle notamment du haut potentiel intellectuel, beaucoup associent ça à la souffrance. Parce qu'il y a 2 fois plus de risques de burn-out chez les neuroatypiques. D'où l'épuisement. D'où l'épuisement. Ouais. Et il y a le burn-out, mais il y a aussi le shutdown. Les personnes neuroatypiques développent encore plus de masques que les autres personnes, ce qu'on appelle le faux self en psychologie. Si un des 2 parents est comme ça, en fait, l'enfant a 50% de chance de l'être. Donc si les 2 parents le sont, eh bien effectivement, l'enfant le sera à coup sûr. Merci donc d'accueillir Sandrine qui vient d'un endroit absolument magnifique que vous connaissez peut-être. On dit d'elle que c'est, pas Sandrine, mais la ville en l'occurrence, la ville la plus fleurie de France. Oui, c'est vrai. d'Annecy. Oui. Merci d'être là Sandrine. Êtes-vous neuroatypique? Oui. Bah oui. Sinon vous n'en auriez pas fait l'expertise que vous avez aujourd'hui. Oui, et on va voir de quelle manière. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la neuroatypie? La neuroatypie, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc ça veut dire que c'est un fonctionnement différent de notre cerveau. Alors aussi bien dans ce qu'il manifeste, la réflexion, la mémoire, mais aussi au niveau cellulaire, ses besoins, voilà. Alors aujourd'hui, évidemment, dans cet espace, cette grande famille des neuroatypies, j'ai aussi le sentiment qu'il y a un double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, c'est formidable parce qu'il y a une belle avancée de la science et qu'on arrive effectivement à diagnostiquer des gens. Et d'un autre côté, ça semble aussi être la grande famille du grand fourre-tout, où on ne sait plus très bien ce que ça veut dire, on ne sait plus très bien ce qu'on y met. D'abord, qu'est-ce qu'on y met dans cette grande famille des neuroatypies? On va y mettre la douance, le haut potentiel intellectuel et aussi haut potentiel émotionnel. Et puis, ce qu'on associe, le mot n'est pas très joli, mais c'est les comorbidités, c'est les troubles associés. Donc ça peut être le trouble anxieux, le trouble nerveux, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH. Et il peut y avoir aussi trouble borderline ou bipolarité. Voilà. Quand on parle notamment du haut potentiel intellectuel, beaucoup associent ça à la souffrance. Il y a souvent des gens qui sont évidemment en décalage, parfois avec leur environnement professionnel, scolaire, pour les ados, les enfants et les jeunes adultes. Et il y a un synonyme de souffrance. Alors que dans le conscient des gens, on se dit « haut potentiel intellectuel, c'est formidable ». Puis ça doit être super facile en fait. Et puis ça doit être super facile, exactement. Oui, parce qu'effectivement, le HPI pur, en fait, lui, il n'a pas de problème depuis son enfance. En fait, il réussit tout. Scolarité, ça s'est toujours bien déroulé. Le sport, ça fonctionne bien. S'ils font de la musique, ils sont hyper doués. Les relations, les amoureuses, tout fonctionne bien. Alors oui, ceux-là, on les retrouve au comité exécutif des grandes entreprises, effectivement. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. En fait, ça se passe surtout comme ça si l'enfant a été vu dans son enfance. Si c'est un enfant à qui on a dit « Ah, tu es doué mon fils, on va faire de toi, je sais pas, un avocat, un médecin, vraiment tes idées sont brillantes. » Donc là, forcément, la confiance en soi, elle est là et c'est facile. Mais parfois, le haut potentiel intellectuel n'est pas reconnu, c'est très souvent. Et même, on peut dire, non mais toi, avec tes idées un peu bizarres, non. Et donc, du coup, là, l'enfant se retranche. Donc oui, ça peut être associé à souffrance, à différence, à mise de côté aussi. Et quand on parle aussi de ces enfants que l'on voit parfois, qui gesticulent beaucoup, qui ne sont pas très concentrés, qui font parfois beaucoup de bruit, alors on va tout de suite les classer dans HPI ou TDAH, alors qu'en fait, on a juste envie de dire, non mais il est juste mal éduqué, ton fils. Et puis, c'est aussi juste un enfant. Est-ce que l'enfant, il n'a pas besoin de bouger? En fait, moi, quand je fais mes rendez-vous pour mes coachings, maintenant, je les fais assise sur un ballon et oui, je bouge. Bon, certes, je suis neuroatypique. C'est pour ça. Quelle case vous cochez? Moi, je profil combiné, en fait, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, avec un beau TDAH. Ouais. Et en fait, je le sais que depuis 1 an. Ok. Alors vous allez nous expliquer évidemment comment est-ce que vous en êtes arrivé à ce diagnostic, qu'est-ce qui vous a amené à vous faire tester, j'imagine que ça se passe comme ça. Comment qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous preniez conscience de ça et que vous alliez sur ce chemin pour en savoir plus justement? Alors je suis allée sur ce chemin parce que j'ai 2 garçons qui ont 26 et 27 ans aujourd'hui. Et mon deuxième fils en fait avait des soucis à l'école à l'âge de 8 ans. L'aîné, il a toujours eu des facilités. Le deuxième, au niveau du parcours scolaire, différent. L'âge de 8 ans, donc CE2, c'est compliqué. Et là, lui, il est en profonde dépression, pas compris par l'environnement scolaire.
pas très bien compris par ses parents non plus à l'époque. Et en fait, il est en échec scolaire. On l'emmène chez la psychiatre qui nous dit qu'il est en profonde dépression. On ne sait pas quoi faire pour lui, on ne peut rien d'ailleurs, merci. Et par contre, il fait des tests, là, les tests de QI, et il est plutôt précoce, mais avec un TDAH. Donc là, ça c'est en 2008, donc il y a quelques années. Ouais. Et son parcours scolaire a été compliqué, la famille a vécu, notamment par rapport à ce trouble-là. Et puis, moi j'étais déjà installée en tant que thérapeute, et j'ai eu envie de devenir coach et de me spécialiser pour les hauts potentiels. Pour l'aider ? Pour comprendre, 17 ans après, en fait, je pense que j'avais besoin de comprendre ce qui s'est passé parce que Edgar, en fait, voulait se suicider à l'âge de 8 ans. Et donc, du coup, ça a été vraiment quelque chose de compliqué au niveau de la famille, alors surtout pour lui, pour son frère, son papa, et puis en l'occurrence pour moi. Et j'avais besoin de comprendre et j'ai toujours eu envie de partager nos soucis pour éviter que les autres personnes, en fait, vivent les mêmes écueils, la même errance médicale. Donc, j'avais besoin de comprendre pour partager et aider d'autres parents. Et c'est là que, en devenant technicienne en bilan psychométrique de Douance, je fais mon propre bilan. Commençons par soi-même. Exactement. Et là, j'envoie un SMS à mes garçons en leur disant finalement, votre maman, elle est comme ci, comme ça, et ils ne me répondent pas. Et en fait, on m'a dit, oui, mais eux, ils le savent depuis toujours. Que vous êtes comme ça ? Ah oui. Et oui. Ah oui. Et oui. Parce qu'en fait, on se comprend bien dans la pensée en arborescence, ça part vite, on peut être brouillon, on peut avoir... Donc le premier constat, c'est quand même de se dire qu'une fois que vous apprenez ça, que vous êtes, mais un peu estampillé, pour le coup, ça change quelque chose dans votre vie, de savoir. Oui. Alors en fait... Je suis contre les cases. Je ne voulais surtout pas mettre mes enfants dans des cases. Je voulais brûler les cases. Ouais. Cependant, quand on a le résultat du bilan, en fait, ça permet de se dire « Ah ouais, mais en fait, mais c'est pour ça. » Je comprends mieux. C'est pour ça qu'en fait, à l'école, j'avais des soucis. Bon, il faut le décoder, le bilan. C'est pas juste en sachant qu'on est HPI ou HPE. Mais quand je fais les débriefs avec mes clients, effectivement, ils me disent « Ah ben, mon parcours scolaire, je comprends mieux. » Ah, mais mon parcours professionnel aussi. Alors, c'est pour ça qu'en fait, je pense différemment des autres et qu'on peut me rejeter, que je peux être cataloguée. Oui, ça permet de faire une rétrospective une fois que c'est accepté. Parce que la première phase, c'est souvent le déni. Où on me dit, Sandrine, ça ne marche pas ton truc là, on est d'accord que ça ne parle pas de moi. C'est vrai. Et ça veut dire quoi ? Il y a un choc, presque, à l'annonce ? Oui. Mais oui, parce qu'en fait, ces personnes-là n'ont pas été vues, n'ont pas été entendues par une autorité, alors parentale ou à l'école. Et là, il y a quelqu'un qui est spécialisé dans l'étude des neuroatypiques qui dit en fait, tu es au potentiel intellectuel ou émotionnel. Et donc là, oui, il y a un moment où les gens, c'est comme si en fait, ils venaient s'installer à l'intérieur d'eux, ça apaise quelque chose en fait. Ah oui. Donc il n'y a pas l'effet il y a effectivement l'effet de surprise, mais c'est pas un effet de surprise négatif, comme si une sorte de couperet tombait et qu'on se disait, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Parce qu'une fois qu'on a l'information, on se dit, ouais, et alors, qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Alors je suis d'accord, parce qu'effectivement, ça, on l'a vécu pour notre fils, parce qu'il était jeune, parce qu'il avait sa scolarité devant lui à faire. Et là, ça va être compliqué. Moi, je m'adresse aux adultes, donc la plupart, ils ont entre 40 et 55 ans ou 60. Et donc le parcours, il est déjà fait. Donc c'est là qu'on fait la rétrospective. Mais malgré tout, il y en a qui me disent ok, alors c'est quoi l'étape d'après ? Parce qu'en fait, il n'y a plus de résistance. Donc on revoit les valeurs, on revoit les blocages qui empêchent d'aller plus loin. Et il y a un de mes clients qui m'a dit j'ai l'impression que tu m'autorises à aller nager dans le grand bain, ou ça y est, j'ai le droit de passer la frontière. Vous voyez, comme une autorisation, en fait, d'être vraiment qui il est. Et je trouve ça chouette. Ça débloque quelque chose. Ah oui. On pourrait s'imaginer aussi que, et j'allais vous faire la réflexion, mais après ce que vous venez de dire, du coup j'ai un doute, c'est que je me suis dit, mais on devrait tous commencer dès notre plus jeune âge à être testés, quelle que soit la situation, notre comportement, notre côté émotif, nos résultats scolaires, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer par ça ? Sauf que visiblement, vous me dites que votre fils, vous l'avez fait à l'âge de 8 ans, et là c'était plus compliqué pour la suite. C'était compliqué pour lui parce qu'il était en grave dépression, parce qu'en fait il sentait bien qu'il n'était pas compris. Il était harcelé par son institutrice. Il serait là, il me dirait « oui, c'est pas vrai, il n'a pas la même vision de la réalité de l'époque ».
mais il était puni tous les jours. Donc pour moi, je dis, c'est quand même du harcèlement quasiment. Donc en fait, lui, c'est un cas à part en fait. Mais comment se dit-il que ça ne l'ait pas aidé, puisque maintenant il savait pour le coup, et vous aussi. Donc vous pouviez à ce moment-là l'accompagner sur une autre façon de procéder, une autre façon de, Alors c'est une ce qu'on autre a éducation, fait. une autre. C'est quand même ce qu'on a fait. Oui. Mais en même temps, c'était en 2008. On est en 2026, donc ça a énormément évolué depuis. Bien sûr. Certaines rencontres changent une vie, certaines expériences aussi. ABC Talk revient à l'île de la Réunion pour 2 jours, un vrai tournant, une aventure humaine avec 3 expériences, 3 façons de transformer votre vie. Commençons par le samedi 14 novembre avec Myriam Facio et Chanaël Munier, les constellations intégrales pour libérer enfin vos mémoires familiales liées à l'argent, à la réussite et à l'abondance, pour changer enfin votre rapport au succès. Le samedi soir, c'est un duo, le duo de l'invisible avec Alexandra Gabriel et Aaron Vial. Ils sont tous les deux médiums quand la médiumnité rencontre la numérologie et les contacts défunts, où chaque instant peut devenir personnel. Et puis dimanche 15 novembre, la puissance du Quantum Self-Healing avec Fabien Lefebvre. Il sera question d'activer vos clés quantiques. C'est l'une des expériences immersives physiques les plus intenses. Vous repartirez plus clair, plus aligné, plus puissant. ABC Talk installe également son studio télé à La Réunion. Si vous êtes donc thérapeute, coach, praticien, accompagnant de vie, vous allez pouvoir vous aussi vous installer dans les canapés d'ABC Talk et tourner votre propre émission qui sera ensuite montée et diffusée à l'international sur l'ensemble de nos réseaux avec plus de 30 millions de vues chaque mois. Vous l'aurez compris, c'est une belle aventure, c'est une nouvelle aventure pour la seconde fois. ABC Talk à La Réunion en 2026, novembre 2026. Vous allez vivre l'intensité, découvrir l'authenticité, expérimenter l'essentiel. Infos et réservations, abctalk.fr. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui nous regardent et qui n'ont pas nécessairement le réflexe et qui se trouvent un peu désemparés face à soit une scolarité un peu chaotique, soit à un comportement dans l'éducation où tout est difficile à la maison? Je pense que ma réponse va les dérouter parce que je vais leur demander de se tester en priorité. D'abord eux? Parce qu'en fait, je pense que le fait que moi je sache, pour moi, c'est venu apaiser ma relation aussi avec mes 2 fils. Donc, dans la compréhension. Parce qu'effectivement, on a tendance à dire, mais pourquoi il est comme ça en fait? Il est différent de nous. Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Il y a une espèce de culpabilité, oui, effectivement. Qu'est-ce que j'ai loupé? Et là, c'est beaucoup plus apaisé. Et en fait, quand un parent a une douance, quelle qu'elle soit, hein, HPI, HPE, parce que les gens vont se demander ce que c'est une douance, eh bien, si un des 2 parents est comme ça, en fait, l'enfant a 50% de chance de l'être. Donc si les 2 parents le sont, eh bien, effectivement, l'enfant le sera à coup sûr. Et à partir du moment où on sait que finalement, on est pareil, puisque c'est marqué sur le document, il est comme moi ou je suis comme lui, du coup, ça pose les choses. Parce que nous, on en rigole maintenant à dire oui. Ah oui, bien sûr. Donc ça a considérablement, le fait de savoir, à apaiser vos relations. Oui. Et donc, par voie de conséquence, les relations que lui a aux autres, pour le coup. Oui, aussi, je pense. Ouais. Non pas à dire, on va plus se cacher derrière le trouble, à dire oui, mais en fait, Marc, pour moi, c'est difficile, je suis TDAH. Non, on ne se cache plus, en fait, puisque c'est accepté. Et ceci dit, il y a quand même beaucoup de gens qui mettent en avant ça. Oui, mais moi, c'est normal, vous savez, je suis HPI, donc beaucoup ont ce petit réflexe-là. Vous trouvez que c'est presque, pas malsain, mais ça vous gêne d'entendre ça, non? Oui, ça me gêne parce que ce n'est pas une fin en soi, en fait. Ouais. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, soit quand on catalogue les gens, soit on va dire, en fait, le pauvre, ça doit être souffrant, ou alors, mais lui, c'est pas un sujet, en fait, il est HPI, tout est facile pour lui. C'est ça. Donc, non, ça... Et on peut rencontrer 100 personnes TDAH, les 100 vont être différentes, en fait. On a un trouble du neurodéveloppement, mais ça ne veut pas dire qu'on a les mêmes besoins au niveau des oligo-éléments, des vitamines, et ces choses-là. Et ça ne veut pas dire que ça va se traduire de la même manière non plus dans la vie de tous les jours. Mais il y a une trame commune. Quand on est donc neuroatypique, est-ce que, et c'est vraiment des questions assez basiques que je vous pose, mais est-ce qu'on évolue d'une autre manière? Est-ce qu'on évolue plus facilement? Est-ce qu'on évolue
à partir du moment où on se fait accompagner? Est-ce qu'il est nécessaire de se faire accompagner derrière? Et est-ce que ce trouble, on peut le réduire, voire le faire disparaître, ou on l'est toujours? Pour moi, on l'est toujours. Ceci étant, on peut le réduire quand même parce que, typiquement, hier après-midi, peut-être que c'était en lien avec l'enregistrement aujourd'hui et un peu de stress ou pas, eh bien, j'étais fatiguée et avant, je me serais forcée. J'aurais dit non, mais c'est bon, en fait, il n'y a rien de grave, tout va bien, force-toi, gère ta journée. Il n'y a rien de grave et tout va bien. Voilà. Sauf que je me suis autorisée une pause. Je suis allée au bord du lac d'Annecy, j'ai marché, je me suis écoutée, j'ai fait une sieste et aujourd'hui, ça repart. Donc en fait, j'écoute plus mes besoins. Je sais que mes besoins sont différents et ça ne sert à rien d'avancer à la schlag. Sauf que ça, je l'ai fait longtemps. Et c'est ce que font les gens. Parce qu'il y a 2 fois plus de risques de burn-out chez les neuroatypiques. D'où l'épuisement. D'où l'épuisement. Ouais. Et il y a le burn-out, mais il y a aussi le shutdown. Moi, ce que j'ai vécu, ça peut être aussi, à un moment donné, mon cerveau, il se met en off. Il n'y a plus que le reptilien qui fonctionne, le cortex et le limbique ne fonctionnent plus. Et par voie de conséquence, ça fait quoi dans la vie de tous les jours ? Ça fait qu'en fait, je me trompais d'étage en arrivant dans mon immeuble, qu'il y a des fois, je me disais, non, là, tu n'utilises pas le gaz, fais-toi à manger, mange froid. Donc, en fait, c'est vraiment gérer le basique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans votre façon de procéder, au-delà du fait de diagnostiquer, un accompagnement derrière, justement pour réduire un petit peu tous ces effets neuroatypiques ? Oui, quand j'accompagne, en fait, j'accompagne à lever les blocages du passé, notamment sur l'acceptation de soi, l'estime de soi, pour retrouver confiance, comprendre. C'est important de mettre du sens pour les neuroatypiques. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, on va aller travailler sur les blocages du passé, l'acceptation, et après, sur le présent, à dire, finalement, si je ne suis pas tout à fait la personne que j'ai imaginée pendant 50 ans, quelles sont mes vraies valeurs pour pouvoir trouver des piliers et en faire une force intérieure, et après d'imaginer le futur autrement. Et sur cette approche du passé, avec quel outil vous le travaillez ? Avec les neurosciences, avec l'hypnose, avec des visualisations et du coaching, mais c'est surtout des visualisations pour aller comprendre en fait quelles sont les images bloquantes en lien avec la confiance et l'estime de soi. Quand vous avez dit tout à l'heure que vous vous intéressez plus aux parents d'abord qu'aux enfants, quand les parents amènent leurs enfants pour être diagnostiqués, on sent bien que chez les quinquas, les quadras, pourquoi est-ce qu'ils ont attendu tout ce temps pour avoir un diagnostic et un bilan ? Quel effet, quelle action ils souhaitent avoir, quels résultats ils veulent comprendre? C'est ça l'intérêt d'être diagnostiqué là et d'attendre autant de temps? Ils veulent comprendre, alors souvent c'est parce que voyant leurs enfants avoir des difficultés, et du coup ils se disent en fait c'est normal qu'ils réagissent comme ça, moi aussi je réagis comme ça, moi aussi je peux être neuroatypique. Donc, ils veulent comprendre. Et en général, c'est parce qu'ils ne sont pas bien. Un neuroatypique peut effectivement avoir des difficultés dans son parcours scolaire, mais aussi professionnel. Parce que quand on est HPI ou HPE et qu'on a besoin de sens, on a envie d'une nouvelle mission. Donc, on se lance à fond. Et puis, au bout de 3 mois, 6 mois, on a envie de changer. Et les autres nous cataloguent en disant « Non, mais t'es instable, en fait. Pourquoi tu changes tout le temps? Pourquoi tu fais des formations tout le temps ?» Juste parce qu'en fait, j'ai envie de nourrir mon cerveau, j'ai envie d'apprendre plein de choses. Donc ça, ils ont besoin de comprendre. Ouais. Et c'est post-burnout, pardon. Oui, absolument. Mais c'est vrai que j'ai souvent une pensée quand on parle de ces sujets à l'éducation nationale. Je pense à l'éducation nationale, je pense aux profs. Et quand vous avez des profs qui se retrouvent dans des classes de 30 ou 35 élèves et que, par définition, ils ne peuvent pas faire du cas par cas, et que vous avez sans doute peut-être une bonne dizaine de neuroatypiques dans la classe, on peut comprendre que ce soit absolument infernal à gérer. Oui, et en même temps, est-ce qu'on ne l'est pas un peu tous? Est-ce qu'on ne l'est pas un peu tous? Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que j'enseigne aussi en école de commerce, au niveau de développement personnel, et j'ai proposé aux étudiants, qui sont des futurs gestionnaires de PME, de passer en fait leur propre bilan, juste pour qu'ils apprennent, qu'ils voient ce que c'est. Et en fait, ils l'étaient tous sur 8. Et une personne disait, moi je suis TDAH, tu sais, c'est pas facile pour moi. Et en fait, c'était peut-être celle qui avait le moins de TDAH dans la classe. Ouais. Et donc, effectivement, c'est peut-être parce qu'ils sont en école de commerce et qu'ils ont des facilités aussi, certes. Mais j'ai moi-même été bluffée, en fait. Ouais. Comment se déroule un test
Est-ce que c'est long? Est-ce qu'il y a plusieurs exercices? Comment ça se passe quand on vient vous voir et on vous dit voilà, moi je voudrais que vous me testiez parce que je veux avoir des réponses aux questions que je me pose et surtout des réponses au mal-être qui m'habite? Alors en fait, les personnes, je leur envoie un lien dans leur boîte mail et ils vont faire le test chez eux, dans leur environnement, pour que ce soit moins stressant, dans leur confort. Les bonnes pratiques, c'est de couper tout ce qui peut être stressant, donc le téléphone, dire bon j'ai besoin de 2 heures pour moi, personne ne me dérange. Il ne faut pas avoir besoin aussi d'emmener les enfants à telle heure et de se speeder. Non, voilà, il faut vraiment être reposé. Combien de questions? Alors, le nombre de questions, je ne sais pas, parce que ça, même si je l'ai noté, je ne retiens pas l'information. Voilà, c'est comme ça. C'est à peu près 1h30 à 2 heures de QCM, de questions-réponses. Et il y a vraiment un moment où chacun vit cette étape-là, à dire, mais en fait, là, le cerveau, il surchauffe, et il est limite de bugger, et donc il faut continuer, parce qu'il y a des suites logiques, des suites arithmétiques, pour tester la mémoire rapide, mémoire... Tout ce que je déteste. J'ai peut-être une neuroatypie quelque part. J'aurais peut-être dû envoyer le lien. Il faut le faire d'un bloc? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Hein. Ouais. On ne fait pas de pause, on va pas chercher un café entre-temps, on ne fait pas ce genre de choses. Ça aussi, on peut faire des petites pauses comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, la personne, avec le dernier clic, elle reçoit le résultat dans sa boîte mail. Instantanément? Oui, instantanément. Ah ouais. Donc ça, c'est fabuleux. En 2 heures, on peut le savoir. La plupart des personnes ont déjà un soupçon. Quand on veut faire ce genre de test, c'est qu'on se dit, ouais, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais on peut, mais ne serait-ce que par curiosité. Je serais curieux de savoir ça. Vous allez me l'envoyer, le test? Oui. J'adorerais essayer ça pour voir, effectivement. C'est le genre de truc, vous savez, alors, les QCM, ou les mémorisations sur les formes, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce que je déteste. Eh bien, il y a ça en plein milieu. Oui. Donc voilà, c'est bon. Les suites logiques, les suites de numéros. Mais... Et ce côté logique, pragmatique, c'est un truc qui me bloque un peu. Alors moi, je pensais être bloquée avec ce genre de choses et en fait, j'ai des résultats qui sont excellents. Donc je crois qu'en fait, pour moi, nous vivons que sur des croyances, tout est croyance. Et en fait, surtout les croyances qu'on a sur nous, on se raconte beaucoup d'histoires sur nous. Sans doute. Et généralement, elles ne sont pas valorisantes. Bon, alors donc on fait ce test, 1h30, 2 heures, on a instantanément les résultats dans la boîte mail. Ensuite, donc ça y est, on a le tout, ça clignote. Exactement, il y a le résultat, on peut le comprendre tout seul, ou alors on prend rendez-vous avec moi pour avoir le débrief. Ce n'est pas une obligation, parce qu'il y a des personnes qui veulent juste savoir et pas forcément se faire accompagner. Mais c'est bien d'avoir le débrief. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, ça vient valider ce qu'on disait tout à l'heure. Ah ok, ça y est, j'ai l'autorisation d'aller nager dans le grand bain ou d'aller jouer dans la cour des grands. En fait, il se passe vraiment quelque chose comme ça, parce que dans l'émotionnel, eh bien, la personne, elle est restée bloquée dans... peut-être une classe où elle a été, malmenée par un professeur à dire non mais en fait on ne fera jamais rien de toi, ou un parent qui lui a dit quelque chose de désagréable aussi, non mais t'es bête, tu comprends pas. Et donc au niveau de l'émotionnel, cette personne, elle retrouve l'âge qu'elle avait au moment où elle a entendu cette phrase. Donc quand moi je leur dis ce qu'elles sont, qui elles sont, quand je leur donne leur cartographie, en fait c'est à cet enfant que je parle à l'intérieur d'eux, c'est pas à l'adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que dans l'inconscient collectif aussi, on fait souvent des raccourcis et des rapprochements? Est-ce que quelqu'un qui est HPI a un QI intellectuel plus élevé qu'un autre? J'aurais tendance à dire que oui, sauf que moi je ne fais pas de test de QI, puisqu'en fait c'est fait uniquement par les professions médicales. Ah, vous n'avez pas le droit de faire le test. Donc, mais il n'y a pas une petite dose de QI dans le test que vous faites? Il y a des tests intellectuels, mais je ne peux pas dire, tiens, Marc, vous avez 154 de QI. Non, non. Ça, je ne peux pas le dire. Non. Mais on peut avoir une idée dans le questionnaire. Je pense que oui, par rapport à la courbe de Gauss, oui. Alors, c'est évidemment très intéressant parce que c'est important de pouvoir, encore une fois, même si vous n'aimez pas les cases, c'est aussi rassurant de savoir. C'est comme quand quelqu'un a un problème physique, médical, on a envie de savoir quand même quels sont les taux dans notre prise de sang, on a besoin de connaître ça, c'est essentiel. Oui, et puis ça nous permet d'établir une stratégie par rapport à ce trouble, effectivement. Bien sûr. Alors la stratégie, par exemple, prenons un exemple, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des stratégies différentes entre un TDAH, un HPI Oui, parce que quelqu'un qui a un TDAH pur, en fait, je vais l'accompagner différemment. En général,
j'attire plutôt des profils comme le mien où il y a un combo complet, effectivement, la totale. Donc on va dire que le HPI s'exprime quand la personne n'est pas trop stressée, quand globalement tout va bien dans sa vie. Par contre, s'il y a des étapes de stress importants, une séparation, une rupture amoureuse, un deuil, et bien là, c'est en fait, s'il y a le HPI qui est là, c'est le TDAH qui était en arrière, qui va venir prendre le lead. Et c'est là que la personne, elle ne se reconnaît pas, à dire non mais attends, avant en fait, j'arrivais à gérer mon emploi du temps. J'arrivais à gérer en fait les enfants, le travail. Et pourquoi j'y arrive plus maintenant? Et ça, c'est dans cet état-là que les personnes arrivent vers moi à dire mais en fait, je ne comprends plus. J'y arrive plus. Lorsque vous avez déjà suivi des tout jeunes et puis vous les avez retrouvés plus tard? Non. Alors, premièrement, parce que j'accompagne les adultes. Les tests pour les enfants, ce n'est pas les mêmes tests. Donc, moi, c'est à partir de 18 ans. OK, donc il faut être majeur. Et puis, je n'exerce pas assez depuis longtemps. Oui. Alors, après, oui, je vais répondre quand même oui à cette question, puisque mes 2 fils sont comme ça, donc je les ai suivis. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a une évolution, pour le coup, mais il y a l'évolution qu'à partir du moment où vous savez. Je pense que ça aide quand même à trouver des stratégies pour l'apprentissage, la mémorisation, et puis à assouplir l'éducation qu'on donne à ses enfants. Mais c'est là où on ne se rend pas compte à quel point ça peut être tellement bénéfique une fois qu'on sait pour la relation en famille, la relation de couple, la relation professionnelle. Ça peut considérablement jouer pour le coup. Mais oui, parce qu'à un moment donné, si je bug par exemple, vous ne parleriez pas vraiment à Sandrine, mais au trouble, puisque c'est lui qui vient prendre le lead. Donc là, forcément, ça peut expliquer des comportements. C'est ce que je disais aux jeunes en école de commerce la semaine dernière, c'est qu'à un moment donné, au niveau du langage, on a besoin de s'adapter à la personne en face. Et si on voit qu'elle est stressée, on va organiser les choses de telle manière d'être rassurant, sécurisant pour le mettre en confiance. Et là, faciliter effectivement l'échange. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Alors, une question très candide et sans doute bête, mais est-ce que le trouble autistique fait partie des neuroatypies? Oui, c'est vrai, je l'ai oublié tout à l'heure. Donc, merci pour la question qui n'est pour le coup pas stupide. Pas stupide. Et là, dans le test que l'on fait avec vous, ça peut émerger, ça? Oui, ça peut émerger. Alors, ceci étant, le test que je fais n'a pas parole d'évangile. Après, il y a des tests complémentaires aussi à faire. Ça peut émerger. Par exemple, moi, j'ai un début de TSA, trouble du spectre autistique, mais en même temps, comme on vient tester les émotions, comme on vient tester le comportement, oui, forcément, on peut le voir. Donc, est-ce que Sandrine a vraiment un trouble autistique ou est-ce que c'est parce que le TDAH, à ce moment-là, était plus prégnant? Ça, c'est difficile de le savoir. Vous en avez fait une force? Oui. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, pour le coup. Je crois que j'ai voulu montrer à mes fils que c'est possible, effectivement, d'en faire une force. Est-ce que du coup, le fait qu'ils le soient également, ça sous-entend que leurs enfants le seront aussi? Si leur compagne l'est aussi, il y a de grandes chances. Ouais. Mais sinon, oui, au moins 50%. Au moins 50% pour le coup. Ouais. Donc il y a des chances qu'ils le soient. Mais c'est vrai que c'est une sacrée force parce qu'en fait, on va parler d'hypersensibilité aussi. Tout à l'heure, on disait les neuroatypies, finalement, c'est un vaste fourre-tout, pardon pour l'expression, mais c'est ça. Et l'hypersensibilité, c'est ça aussi. Parce que finalement, on parle quoi? D'émotion, d'intelligence émotionnelle, ou est-ce qu'on parle d'intelligence de perception avec les sens aussi qui sont vraiment plus, plus affûtés que pour d'autres personnes. Et c'est important aussi de l'explorer, ça. Alors le leadership, évidemment, tout ce potentiel atypique que vous connaissez, l'hypersensibilité, l'accompagnement bien sûr de Sandrine. Et alors vous avez écrit? Oui. Et il y a un mot qui revient, c'est le mot ego. Oui. Pourquoi est-ce que l'ego, quand on parle d'hypersensibilité évidemment, leadership, enfin tous les termes qu'on vient d'évoquer, vous parlez de l'ego conscient? Oui.
Parce qu'il y a de l'ego inconscient? Oui. Expliquez-nous. Alors pourquoi l'ego? Mes outils j'ai 3 outils. Le premier est né fin 2021, début 2022. Et à l'époque, j'appelle mon jeu le jeu des miroirs égotiques. Et en fait, je comprends quand je me forme au coaching et à me spécialiser pour les hauts potentiels. Là, je vais relier les deux mondes. C'est qu'en fait, les personnes neuroatypiques développent encore plus de masques que les autres personnes, ce qu'on appelle le faux self en psychologie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se rend bien compte quand on est petit qu'on est différent des autres, qu'on pense plus vite ou alors que les émotions viennent plus facilement. Et donc du coup, on va se dire « Ah bah tiens, mais Marc, en fait, il réussit bien dans la vie. Si je veux faire journaliste, ah bah tiens, je vais m'habiller comme ça, jean basket, je vais me tenir comme ça. » Et en fait, c'est de l'adaptation à faire comme les autres pour que ça fonctionne. Et donc du coup, c'est plein de nouvelles personnalités qui viennent se mettre à la place du soi, enfin devant, en protection. Et à un moment donné, c'est aussi pour ça qu'il y a le burn-out, c'est qu'à force de faire comme Marc, à force de faire comme Peggy ou comme Sandrine, du coup, je ne sais plus qui je suis. Et c'est là que les gens ils perdent leur boussole intérieure. Et donc, je pense que j'étais une grande experte en faux self, où mon ego était surdimensionné et que c'est pour ça qu'en fait, j'ai été capable de le voir. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, longtemps. Et en fait, dans mon processus d'éveil à la conscience, en fait, d'éveil à soi, j'ai vécu une période délicate et ce que moi j'appelle l'effondrement de l'ego, en fait. Donc, dans le processus d'individuation que nomme Carl Jung, et j'ai vu que tous les masques tombaient. Et donc, du coup, aujourd'hui, dans ce que je vois dans mes accompagnements, c'est que je vois au-delà des masques des personnes. Donc moi, je vois leur potentiel. C'est pour ça que j'appelle mes accompagnements « Révèle ton potentiel atypique ». Parce que ce que fait le faux self, ce que fait le masque, ça ne m'intéresse pas. La bonne cadre, le bon manager, le super papa, en fait, on s'en fiche. Mais ça veut dire que les gens qui viennent dans votre cabinet ou qui vous consultent, vous savez s'ils vous mentent ou pas. Oui. Vous savez s'ils ont ce personnage-là. Oui. Donc vous êtes capable de leur dire comme ça? Ou de les amener à comprendre qu'ils se mentent? En fait, souvent, ils me disent j'ai un problème avec mon mari, il me dit ça, il fait pas ci, il fait pas ça, voilà ce que ça me fait. Ok. Donc, imaginons que le mari de cette dame me mente. Je lui dis et vous? Avec vous-même, est-ce que vous êtes toujours honnête et sincère avec vous ou est-ce qu'il y a un endroit où vous vous mentez? Eh bien oui, on se ment tous. Bien sûr, bien sûr. Et en particulier quand on est neuroatypique et qu'on ne se l'est pas avoué ou qu'on ne nous l'a pas dit. Donc oui, c'est un vaste mensonge. Et donc c'est sortir du déni. Et c'est là qu'on se révèle. Mais c'est chouette et ça se fait vraiment tout en douceur. En douceur, c'est ce que j'allais dire. Ah oui. C'est pas tomber les masques comme ça en un instant, quoi. Ouais, non, 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 non. Ouais. Ça se fait vraiment... en douceur. En douceur. De toute façon, les personnes viennent me voir en me disant « Sandrine, pourquoi j'ai pas confiance en moi ? J'ai 55 ans, pourquoi j'ai pas confiance en moi ?» Donc on explore ça. Initiation à la sagesse, oui. L'êtes-vous? Je pense. En chemin, en cours. En chemin, encore. oui, évidemment. Alors, explication de texte. Enfin, je le pense par rapport au fait que moi, j'ai fait tomber. Je suis le plus souvent possible honnête, authentique avec moi. Alors, bon, c'est des mots qui sont quand même assez galvaudés en ce moment, authenticité, bienveillance. Sauf que maintenant, quand je me mens, je vois que je fonce dans le mur. Donc, ça me fait mal, c'est souffrant. Donc, du coup, c'est un recadrage permanent pour trouver mon équilibre en moi, quoi, en fait. C'est une notion qui est un peu abstraite pour moi. C'est-à-dire que je n'arrive pas très bien à savoir comment est-ce que vous savez que vous vous mentez. Alors, mais pourquoi vous mentir, puisque vous savez que vous allez savoir que vous vous mentez? Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, tiens, c'est quand même très étrange. Parce qu'on est resté coincé lors il y a eu un blocage en fait qui s'est créé il y a quelques années dans cette vie-là ou dans d'autres vies et que du coup on trimballe ça dans nos bagages et dire oui finalement j'ai peut-être le masque de la persécutrice ou de... En tout cas vous parlez beaucoup, il y a une grande dimension spirituelle chez vous, hein. Oui. Mine de rien. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, on est bloqué sur les neurosciences, sur l'ego, la neuroatypie, etc. Mais enfin, voilà, on commence à parler de transgénérationnel, on compare. Hein, il y a une dimension, elle est importante cette dimension chez vous visiblement. Elle est très importante. Ouais. Et ça veut dire quoi spiritualité? J'aimais dire aux étudiants de médecine que j'ai accompagnés à Dijon, pour moi c'est simplement d'être
en alignement. Alors ça, c'est pareil, on l'entend aussi, beaucoup, ouais. c'est complexe, mais quand mon esprit est en accord avec mon cœur et avec mon corps, en fait, quand les trois forces sont réunies et qu'on avance dans la même direction, waouh, c'est fun. Parce que si effectivement mon mental m'emmène à devenir, je sais pas, manager dans une banque et puis que mon cœur il a juste envie d'aller s'occuper des dauphins, bah forcément il y a un désaccord et un tiraillement intérieur qui est terrible. Et est-ce que c'est plus facile pour un neuroatypique d'être aligné? Sacrée question. Est-ce qu'il a des pour facultés? moi, écouter nos émotions et nos sens, oui. Ouais. C'est des guides précieux en fait. Et c'est là vraiment que j'accompagne. Pour que les personnes écoutent. C'est un langage particulier, Ouais, l'émotionnel, bien sûr, bien sûr. les sens. Parce que quand on a une hyperacousie ou quand l'organe le sens le plus important, c'est le toucher à travers l'épiderme, bah en fait, ça va nous donner des indications. Quand j'arrive quelque part et que mon cœur est ouvert, ouais, c'est chouette. Quand j'arrive quelque part et que à l'intérieur de moi, bah, c'est tout serré, bah, c'est que je ne dois pas être à cet endroit-là. Et c'est écouter ça, en fait. Et on a tous ça, comme les animaux, en fait, comme les bébés. Un enfant, quand on le met dans les bras de quelqu'un, s'il pleure, c'est qu'a priori, il y a un truc qui ne va pas. Mais plus chez les neuroatypiques, alors? Oui, parce qu'on a on est en lien avec ce langage-là. Et puis tout semble, peut-être que je dis une bêtise, mais tout semble exacerbé pour le coup. Donc cette sensibilité, voire hypersensibilité, est quand même beaucoup plus présente. Donc vous devez être plus une éponge émotionnellement que d'autres. Qu'est-ce que j'aime pas ce mot-là, C'est éponge. vrai. Mais oui. Mais non, mais un hypersensible, d'abord hypersensible, hyperémotif, c'est la même chose? C'est complémentaire. C'est complémentaire. C'est l'intelligence émotionnelle et l'intelligence de perception avec nos organes sensoriels. Donc si vous êtes hyperémotif, hypersensible, évidemment vous absorbez par définition les émotions des autres. Ça, ou l'émotion de votre environnement. Donc ça, c'est tant qu'on a nos blocages, parce qu'en fait, au niveau de notre aura, si on a eu des blocages, des blessures, eh bien, en fait, on peut imaginer mon aura comme un œuf, d'accord? Et si la coquille d'œuf, elle est un petit peu fêlée, en fait, les émotions des autres vont venir surtout pour faire résonner la blessure que j'ai en moi pour que je la voie et que je la guérisse, puisque mon âme est venue vivre une expérience qui lui permette effectivement d'évoluer. Et voilà donc la dimension spirituelle de Sandrine. Et donc, à ce moment-là, eh bien, en fait, c'est là que la personne, elle est éponge, pour que, voilà, ça la secoue, que ça lui montre et qu'effectivement, il y a une thématique à aller explorer. Mais quand on va mieux, on n'est plus éponge. Et c'est là le secret. Sûr, et c'est que du coup, après, mes sens, en fait, je les utilise pour moi, pour le kiff, pour la joie, et plus dans la souffrance. Non, en fait, c'est pas une obligation. Et c'est un choix. Et quand on me dit que j'ai pas le choix, ah si. Alors, si. Pas éponge. Pas j'ai pas le choix. Donc tout ça, on retire du langage si vous voulez être accompagné par Sandrine. Un mot sur le livre donc? C'est un chemin initiatique. Un chemin initiatique pour accepter de vivre le changement, parce que les situations extérieures sont des messages qui nous montrent qu'effectivement, il y a quelque chose à aller révéler en soi pour être bien dans sa vie. Un chemin guidé à travers tes masques, ton ego, tes illusions. Ça commence, rien qu'en lisant déjà, on sent que ça va travailler. On sent qu'on y va, clairement. C'est en auto-édition? C'est en auto-édition et ce livre, en fait, je l'ai canalisé, comme les jeux, comme les oracles. C'est pour ça que je sais que vous n'aimez pas les cases, je sais que vous n'aimez pas les titres, évidemment, mais coach spécialisé en hypersensibilité, il y a bien plus que ça. Alors on met quoi, coach spirituel? Ça va bien plus loin que ça, mais ça je vous laisse évidemment juger, vous qui nous regardez, et vous aurez très très bien compris la nuance et la dimension spirituelle qui est même, je veux dire, l'outil, l'expertise, l'hypersensibilité, etc., et notamment le leadership, tout ça, ça semble être une vitrine propre pour que les gens comprennent. Et puissent se dire voilà qui je vais consulter et pourquoi je vais éventuellement avec qui je vais être accompagné. Mais en revanche, on sent que les outils que vous avez sont sur un autre plan et que ces outils-là viennent corroborer évidemment votre approche très pragmatique des TDAH, TDI, HPI et autres, mais c'est surtout eux que vous écoutez. En fait, je suis profondément touchée, donc merci. Ça se sent. Je suis touchée parce que
mes outils, en fait, sont... comment dire ? Mon approche est un intermédiaire entre la réalité dans laquelle sont les gens bloqués et ma spiritualité, mon chemin initiatique. Clairement. Et je ne peux pas leur proposer quelque chose qu'ils ne peuvent pas voir tant qu'ils sont dans le blocage et qu'ils sont en train de sortir du burn-out. Donc en fait, c'est un entre-deux. Mais c'est chouette. C'est chouette parce que vous n'êtes pas basé que sur de la théorie pratico-pratique, scientifico, parfois médicale, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a cette base-là qui rassure et qui permet effectivement de comprendre aux gens qui peuvent venir et que vous êtes une experte en la matière. Mais lorsque la personne est là, il y a d'autres outils invisibles qui sont susceptibles d'être amenés dans le système pour que vous puissiez les accompagner au mieux, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. C'est ça, parce que l'hypersensible ou la neuroatypique que je suis, en fait, capte d'autres choses. En fait, le paraverbal ou le non-verbal. Il n'y a rien d'ésotérique, c'est pas... oui, absolument, non, mais notre communication, elle passe à hauteur de 7% par les mots, donc autant utiliser les 93... Mais vous avez encore un petit peu de chemin à faire parce que on sent que vous sentez obligé de devoir justifier cette spiritualité que vous avez, on va dire, cette dimension supérieure que vous avez. Alors qu'en fait, vous n'avez rien à expliquer du tout. Elle se sent, elle se perçoit, elle se comprend, et au travers de tout ce que vous dites, je veux dire, c'est limpide. Le coffret ? Alors ça, c'est l'extension du jeu de miroir égotique que j'ai reçu en 2021-2022. Et là, ce sont les cartes pour trouver l'équilibre en soi, puisque le jeu des miroirs égotiques, c'est les polarités en fait de chaque posture égotique. On a la carte hypersensible et normale dans le jeu des miroirs égotiques. Donc, finalement, est-ce que je suis obligée d'être hypersensible ou est-ce que je suis obligée d'être normale ? Est-ce que je pourrais trouver mon équilibre entre les deux ? Absolument. Et au niveau du jeu, quand je l'ai reçu, donc il y a le nom des cartes qui est indiqué en bleu, en fait, en lien avec ce qu'on perçoit de soi. Donc, le bleu, le chakra de la gorge et aussi le chakra du troisième œil. Parce que ce que j'entends, ce que je ne veux pas entendre de moi, ce que je ne veux pas voir, ce que je ne veux pas dire, ce que je ne veux pas avaler de qui je suis. Et il y a sur les cartes aussi le nom d'une posture pour trouver l'équilibre en soi. Alors la petite carte blanche, ouais, elle était juste... C'était... OK. Possible. Alors qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui vous interpelle sur cette carte ? Tout est possible. Ouais. Voilà, tout est possible. Alors je la décris, hein, visiblement c'est une femme. Oui. C'est une femme qui réfléchit beaucoup, où on voit qu'elle a le cerveau en ébullition. Je vous dis ce que je sens, mais en revanche elle a un grand cœur. Ce cœur rayonne apparemment, mais surtout il y a les masques en bas, à ses pieds. Donc tomber les masques. Oui. Enfin, vraiment c'est à 2 balles. Hein, c'est vraiment la petite expertise one again que je fais comme ça. Et puis tout est OK au fait, Marc, parce que c'est aussi du photolangage. En fait, il y a plusieurs langages dans les cartes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que les postures du jeu de miroir égotique, donc avant l'extension, c'est déni ou clairvoyance. Donc on est pile dans la thématique du jour. Bravo en tout cas Sandrine. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous ? Que je suis un pont entre le monde du concret et le spirit plus. Absolument. Et l'intuition plus. Oui. Voilà. Et vous l'incarnez très bien. Merci en tout cas de cette hypersensibilité qui est touchante et qui en même temps est rassurante. Et en fait, vous jouez sur les 2 plans. Et c'est ça qui fait un joli combo et qui vous permet d'accompagner au mieux ceux et celles qui en ont besoin. Et s'il y avait que 2 plans, peut-être qu'il y a encore plus de plans. Ça, c'est sûr. On va mettre autour de la vidéo tous les liens pour rentrer en contact avec Sandrine. On peut faire ça à distance ? Oui, bien sûr. Sans problème. Oui, à 95% de bon, voilà, à distance, bien sûr. Et puis, voilà, si vous avez même, ne serait-ce que, j'imagine, aussi au sein des entreprises, vous faites ces accompagnements-là, ça serait intéressant de faire sous forme presque de jeu, voir comment est-ce que... si les bonnes personnes sont aux bonnes places, si les binômes, les trinômes et autres équipes formées sont vraiment les équipes nécessaires et si ce sont vraiment les bonnes personnes aux bons endroits, on peut jouer à ça aussi. Ouais, j'adorerais faire des audits comme ça, effectivement. Oui, j'ai déjà pensé. Lui, c'est un neuroatypique, mais si vous le mettez à ce poste-là, ça va être compliqué, hein, par exemple. Et pas forcément, parce qu'en fait, un neuroatypique, en fait, on peut lui donner, vous voyez, sur 40% de son temps, en fait, quelque chose de régulier, de récurrent, toujours la même chose. Mais par contre, le mettre sur des projets, parce qu'un neuroatypique qui est reconnu,
qui est vu, qui est entendu et qui est compris, bah alors c'est une fusée en fait. Ah, c'est sûr. Il est hyper créatif, on est des acharnés de travail et donc du coup, voilà. Bon, mais je ne sais pas pourquoi, je sens que je dois remplir certaines cases. Il y a de fortes chances. Merci infiniment. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait le débrief du mais, test. mais très volontiers. Mais je vais le faire, Merci Sandrine. Avec plaisir, merci Marc. Vous commentez avec bienveillance. Tous les liens autour de la vidéo pour entrer en contact avec Sandrine. Tous les liens également pour se procurer et les ouvrages et bien sûr les coffrets. Et puis voilà, bas les masques comme dirait l'autre. Et laissez-vous porter. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci à tous.